Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Bon, là j'ai un nuage, mais j'étais il y a quelques instants encore en train de photographier un beau groupe de régions actives sur le Soleil. Le Soleil, vous savez, est pas loin du maximum de son cycle d'activité. On a des très belles protubérances, on a des éruptions solaires, on a des régions actives, on a beaucoup de choses à voir. Et il se trouve que hier, en fin d'après-midi, il y a eu une éruption de classe X9, c'est énorme. Je crois que c'est une des plus grosses qu'il y a eu ces derniers temps, depuis 2017, je crois, d'après ce que j'ai pu lire. Et donc, on a une possibilité d'avoir des aurores ce week-end. Et donc, je vous propose tout simplement un épisode sur comment observer et photographier les aurores boréales. Dans le cas qui nous intéresse, même si ça ne nous intéressera plus une fois ce week-end passé, a priori ce soir, il ne devrait pas forcément y avoir beaucoup d'aurores, mais peut-être demain soir, KP7. Donc en fait, pour ça, bien évidemment, vous allez sur des applications comme Aurora Forecast, Aurora Alert, Aurora Now, enfin il y a plein d'applications comme ça qui vous permettent d'avoir des estimations. Il y a une application aussi qui s'appelle Space Weather Live qui vous donne pas mal de pop-up, savoir aussi quand vous avez des flares, donc des éruptions solaires sur le Soleil. Donc tout ça, c'est à télécharger sur les applications store de vos smartphones. Allez, comment observer, photographier les aurores boréales, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors, comment savoir si finalement il y a des aurores à observer ou pas et à photographier ou pas? Eh bien, vous avez donc des applications sur smartphone, je viens de vous les citer, mais dites-vous une chose, c'est que suivant leur intensité, vous allez pouvoir les voir ou pas. Globalement, KP6, on peut les voir du nord de la France, les voir depuis les Vosges, depuis le Nord-Pas-de-Calais, etc. KP5, ça va commencer à devenir vraiment très très difficile, et déjà KP6 c'est quand même assez bas. KP7, on a des possibilités d'avoir quand même plus d'activité. Dites-vous que si vous pouvez monter en haute montagne, c'est quand même mieux, ça peut toujours aider. Les aurores qu'on a eues, donc exceptionnelles le 10 juin dernier, le 10 mai dernier, étaient KP9. Et là, KP9, globalement, il y avait une zone aurorale qui montait jusqu'au zénith alors qu'on était dans le Massif central. On le voit sur les panoramas donc avec l'objectif fisheye 180. Les piliers montaient globalement jusqu'à 45-50 degrés à peu près par moment. Et puis sinon, la vraie activité, elle voit, oui, ça montait à 40-45 degrés à peu près. Mais là, on était vraiment dans l'exceptionnel. Donc, c'est ça qu'il faut garder un petit peu à l'esprit. Et en fait, il faut se représenter mentalement. Donc, on est sur une couronne au-dessus du globe terrestre. Et en fait, regardez sur les applications si justement cette couronne est en train de baisser, elle n'est pas très loin de chez vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous en rendre compte. Dites-vous ensuite que les aurores boréales sont peu lumineuses et surtout les couleurs, vous n'allez quasiment pas les voir, en tout cas sur nos latitudes, avec, parce que l'œil est peu sensible dans le rouge. Votre appareil photo les verra très bien, y compris votre smartphone, beaucoup mieux que vous finalement. Donc, très clairement, oui, les observer, si vous êtes vraiment dans les pays scandinaves et tout, là, vous les voyez super bien à l'œil nu. Mais là encore, on ne voit pas très bien les couleurs. En réalité, clairement, il faut partir dans l'objectif de les photographier. Bon, alors, pour photographier les aurores boréales, la première chose à se dire clairement, c'est qu'il va falloir quitter les villes. Parce que les aurores boréales sous nos latitudes vont être de couleur majoritairement rouge et seront assez faciles à confondre avec la pollution lumineuse. Elles seront plein nord, pour ceux qui habitent en France métropolitaine. Bien sûr, cet épisode vraiment se base sur la France métropolitaine, la Suisse, la Belgique, etc. Donc, on cherchera à observer plein nord, donc on évitera d'avoir une montagne en face de soi plein nord, et on évitera aussi d'avoir une ville importante en face de soi plein nord. Donc, clairement, si vous avez une ville, voilà, vous allez pouvoir aller à l'est ou à l'ouest, ou au nord, mais pas au sud de la ville en question. Voilà, alors, les aurores boréales, qu'est-ce que c'est? Un petit rappel tout simple. Eh bien, une éjection de masse coronale avec des particules chargées qui vont passer
le bouclier magnétique de la Terre, revenir par l'arrière et ensuite aller sur les pôles. Et à ce moment-là, les pôles vont s'entourer d'une ceinture d'aurore. Plus techniquement, voilà comment ça va se passer. Vous allez avoir une ceinture d'aurore comme ça, qui sera globalement assez souvent au niveau du cercle arctique. D'accord? Donc, souvent, bien sûr, Norvège, Suède, Finlande. Et en fonction de l'intensité donc de nos aurores, elles pourront être un peu plus basses. Pourquoi pas sur l'Écosse, pourquoi pas sur le Danemark, voire même le Benelux, le Royaume-Uni, et donc avec des possibilités de pouvoir les voir. Les aurores boréales se situent en haute altitude, vous allez avoir certaines parties qui vont être en très haute altitude. Et donc malgré la courbure de la Terre, parce que je rappelle que la Terre est ronde, eh bien on va pouvoir quand même en voir. Mais dites-vous que les zones les plus hautes des aurores sont de couleur rouge-magenta, difficile à percevoir à l'œil. Donc ce sera clairement plutôt en photo qu'on va pouvoir les déceler. Par contre, plus basse, il pourra y avoir des zones, lors des forts pics d'intensité, des activités bleues et des activités vertes. Et ça, par contre, vous allez beaucoup plus facilement les voir à l'œil nu. Néanmoins, dans ces activités rouge-magenta en haute altitude, on peut avoir des piliers suffisamment intenses pour pouvoir être vus. On ne décèlera pas les couleurs comme sur des beaux timelapse, etc., que vous pouvez trouver sur Internet, ou notamment les timelapse que j'ai pu faire le 10 mai dernier. Mais on sentira quand même que c'est légèrement rouge. Il y a un petit quelque chose qui fait qu'on arrive à le sentir quand même un petit peu. Et donc effectivement, plus vous êtes haut en latitude, mieux ce sera pour voir les zones intenses bleues et vertes. Donc là-dessus, vous n'allez pas forcément savoir si vous avez des aurores et vous n'allez pas forcément savoir quand vous en avez, si vous êtes en train de les avoir devant vous. Donc faites des photos. Faites des photos avec, donc ici par exemple un A7S, un objectif de 18 mm de focale. Il faut avoir le plus grand angle possible. Avec un full frame, idéalement, il faudrait être sur 14 mm de focale, voire un petit peu moins. Avec un APS-C, ce sera plutôt 12 voire 10 mm de focale. Avec un smartphone, il est tout à fait possible de les faire avec le mode pause 5 secondes, voire 10 secondes, voire des modes rafale avec longue pause, comme pour photographier la Voie lactée. Dites-vous que globalement, on est sur une luminosité supérieure à celle de la Voie lactée. Donc si vous avez déjà photographié la Voie lactée, ça va pouvoir vous aider. On sera sur un pied fixe. Pas de problème de rotation de la voûte des étoiles, ce n'est pas les étoiles qui vont nous intéresser cette fois. Là, clairement, ça va être les aurores elles-mêmes. Donc, des pauses de 30 secondes, on peut se le permettre. Sur ces activités donc, de haute altitude dans les rouges magenta, l'évolution n'est pas extrêmement rapide. Des pauses de 30 secondes, c'est parfait pour faire un time-lapse. On fera un fondu entre chacune des photos. Je vous ai déjà montré comment faire des time-lapse. Eh bien, on va réutiliser les mêmes techniques au traitement. Donc, vous avez tout ça dans les playlists, la photo à l'APN plus objectif. Là, globalement, ce qui va nous intéresser, c'est finalement le temps de pause, l'exposition, l'ouverture. L'ouverture, il faut avoir la plus possible. Donc là, celui-là, il ouvre à 3,5, c'est pas beaucoup. J'ai des objectifs plus ouvertes, mais ils sont pas chez moi parce que je les ai laissés en région parisienne suite à Saint-Véran. Il faut que j'aille les rechercher. Donc je vais être obligé de me contenter de celui-là. Les ISO, on va plutôt être à 1600, 2000, 3200 ISO. En fonction, du boîtier, de sa sensibilité intrinsèque, sa capacité à monter dans les ISO. L'objectif globalement, c'est d'avoir quand même un peu de luminosité. Donc c'est à vous de vous adapter en fonction de l'ouverture de l'objectif, mais clairement le temps de pause de 30 secondes, voilà. Et là, vous allez quand même pouvoir capturer de la matière, même de la lumière, même si vous n'avez pas forcément un temps de pause très très élevé. Utilisez clairement votre smartphone pour surveiller les applications et notamment récupérer la carte de la configuration de cette ceinture au-dessus, cette couronne au-dessus du pôle. Ça va vous permettre de vous donner une idée si il y a une activité qui est en train de monter ou au contraire en train de diminuer, et puis surtout si c'est loin de vous ou pas. L'idée, ce serait vraiment d'être à la lisière du début de l'aurore pour pouvoir voir vraiment quelque chose. Donc c'était descendu assez bas le 10 mai dernier. Là, ce sera peut-être un peu plus faible. Mais dites-vous que dans le nord de la France, si vous montez un petit peu en altitude sur une colline, par exemple dans les Vosges, le Mont des Cas dans le Pas-de-Calais, ou d'aller sur les falaises et sur les côtes pour être juste au-dessus de la mer et d'avoir un beau panorama, une jolie vue, vous devriez pouvoir avoir quelque chose.
Donc faites des photos aussi avec le smartphone, avec des pauses de 5 à 10 secondes, alors que votre appareil photo est en train de faire des photos en mode rafale. Pourquoi? Ça va vous permettre de vous faire une idée un petit peu de la configuration de l'aurore et de voir si vous devez réorienter votre appareil. Méfiez-vous aussi des nuages. Vous pourriez avoir des cirrus ou des nuages que vous ne voyez pas comme ça, mais qui sont éclairés par la pollution lumineuse d'une ville. On pourrait les confondre avec une aurore. Ou inversement, pensez que ce sont des nuages, alors qu'en réalité, ce sont des aurores. Donc, faites des photos régulièrement avec le smartphone, comparez avec les photos précédentes, de façon à pouvoir vous faire une bonne idée du phénomène. Clairement, on vise plein nord, on vise un champ très large, on est plutôt sur un champ à 120 degrés à peu près de large, donc il y a un grand panorama, mais il peut y avoir une intensité plus importante à droite ou à gauche. Le principe, c'est de faire des photos en rafale, on l'a dit. JPEG, ça suffit largement. On peut s'amuser à travailler en RAW avec des fichiers de calibration, mais il faudra faire un traitement important après. Donc avec notamment des DOF et notamment pourquoi pas effectivement un flat, ce qui va nous permettre de corriger le vignettage. Mais dites-vous que forcément vous allez avoir des fichiers beaucoup plus gros sur la carte mémoire. Et comme vous faites des photos toutes les 30 secondes, ça va quand même aller assez vite. Sur un A7S, on peut se permettre ces 12 millions de pixels. D'autres boîtiers à 20, 30, 40 millions de pixels, ça va être un peu plus problématique. Voilà un petit peu les petits conseils que je peux vous donner. Les applications vous indiquent effectivement s'il y a des potentielles aurores le soir. Et puis c'est vraiment regarder la couronne qui vous permettent de le savoir. Dites-vous que vous allez sortir pour au moins 2, 3, voire 4 heures d'observation. Couvrez-vous bien. Prenez bien évidemment le nombre de batteries qu'il faut en réserve, voire clairement la fausse batterie qui va bien, de façon à pouvoir ne pas être pris au dépourvu. Ce serait dommage d'avoir un nouveau sursaut d'activité et de pouvoir le louper. Vous pouvez travailler un peu avec toutes les focales et si vous disposez d'un fisheye 180 degrés, eh ben ça peut être intéressant de le faire aussi. Et il se trouve que ce soir-là, où on a eu les aurores en mai, eh bien j'avais l'intention de faire un panorama 360 de la Voie lactée, enfin de la voûte céleste, et donc j'ai eu les aurores comme ça. Et j'ai fait la même chose le lendemain, j'ai remis l'un et l'autre côte à côte, on voit tout de suite la différence. Dites-vous une chose très importante, vous n'avez pas besoin d'avoir un appareil photo défiltré et voir c'est mieux. Parce que les aurores sont déjà très intenses dans le rouge et l'appareil photo capte bien les rouges. Mieux que votre œil quand même, déjà de base. Donc vous risquez de saturer complètement votre image dans le rouge. Si vous avez un appareil photo défiltré, faites des photos de référence de balance de blanc de façon à vous mettre sur une balance de blanc personnalisée et donc éviter effectivement de cramer vos images. Et donc, si vous avez plusieurs appareils photo, profitez-en, faites des photos, faites des photos, faites des photos, on verra au traitement, ce sera et donc en mode time-lapse, de façon à pouvoir bénéficier de ces aurores. Voilà un petit peu les conseils que je pouvais vous donner. C'est très facile en fait à photographier, il faut simplement savoir que les aurores sont là, il faut savoir aller se placer sur un bon site d'observation avec le nord dégagé et pas de ville devant vous. Et puis simplement faire des photos et en profiter, quoi. Voilà, tout simplement. Et après, c'est pas plus compliqué à photographier que la Voie lactée et on se pose même moins de questions sur les réglages de l'appareil photo numérique. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous parce que ça peut quand même valoir le coup d'aller observer, photographier les aurores. C'est pas tous les jours qu'on a des aurores accessibles sous nos latitudes, alors profitons-en. Allez, vous avez tout dans la playlist photographier, l'astrophoto à l'APN plus objectif. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.